édition sur Africa Today. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Le document Guinée Vision 2040 a été validé ce jeudi à Conakry. Il devra désormais tracer la trajectoire du développement durable du pays dans sa marche vers une Guinée émergente et prospère. C'est à l'issue d'une rencontre de 2 jours que les cadres de différents ministères, de la société civile, des partis politiques et des partenaires au développement ont adopté ce document à l'unanimité. Alcénie Diallo. Après 48 heures d'intense réflexion, l'étude nationale prospective appelée Guinée Vision 2040 a été approuvée. Ce document, deuxième du genre en Guinée, devrait être une vitrine de politique de développement du pays. La vision exprimée de faire de la Guinée un pays émergent et prospère va servir à orienter toutes nos actions. Il faut qu'on travaille à la réalisation de cette vision qui est de faire de la Guinée, à brève échéance, 25 ans, un pays émergent et prospère. Ça, c'est essentiel. Et il sert pour élaborer régulièrement les plans de développement successifs qui vont orienter le travail de tous nos ministères. Soutenu par la Commission économique pour l'Afrique dans cette démarche vers l'émergence économique du pays, les autorités guinéennes, elles, se disent satisfaites de l'accompagnement de cette entreprise dans l'élaboration de ce document. Pour la représentante de la CA, son institution mettra tout en œuvre pour appuyer le gouvernement dans cette noble mission. Cet atelier a abouti avec satisfaction à la validation du rapport de l'étude nationale prospective. Sachez que la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, se tiendra toujours aux côtés de la Guinée pour rassurer son peuple la réalisation de ce rêve, de la repositionner et redorer son image en Afrique et dans le monde. Organisé par le ministère du Plan et de la Coopération internationale, ces assises de Conakry auront également permis aux participants de formuler quelques recommandations sur le contenu de l'étude nationale prospective. Et pour le secrétaire général du département, tous ces conseils seront pris en compte et corrigés pour le bien-être des citoyens. Cet atelier vous a permis d'avoir une meilleure compréhension du contenu de l'étude nationale prospective et d'apporter les amendements utiles. Je suis convaincu que les échanges et les discussions qui ont animé les différentes sessions vous ont permis d'aboutir à un document de qualité qui servira désormais de base à l'élaboration des futurs plans de développement. Dans les mois à venir, un programme de vulgarisation des documents Guinée Vision 2040 et le Plan national de développement économique et social PN2S sera mis en place afin de permettre aux populations de connaître aussi les contenus de ces 2 documents. La sortie médiatique du chef de l'État du côté de la France sur le dossier du 28 septembre 2009 fait des mécontents au pays. C'est le cas d'ailleurs du collectif des avocats du commandant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba, le présumé principal cerveau de ces événements. Les explications de notre reporter Ben Mamadou Alpha. Tout ce chantage contre la justice, c'est dû au fait de l'interférence de l'exécutif dans les judiciaires. C'est en ces termes que Maître Paul Yomba Koroma, avocat à la Cour, a dénoncé des attitudes du pouvoir central qui, selon lui, empêcheraient le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire de son État. Le chef de l'État, je l'ai souvent dénoncé parce qu'il est notre problème en réalité. J'ai toujours voulu la contradiction dans ce sens-là, je ne l'ai pas eu, mais pour peu qu'il se retire, le droit sera dit dans ce pays. La justice fera peau neuve et nous le disons parce que nous en avons beaucoup souffert. Et moi, j'en sais puisque je suis dans des causes pas jugées sérieuses le plus souvent. Concernant l'affaire du 28 septembre, l'avocat de Toumba Diakité estime que les récents propos du chef de l'État sur ce dossier ont un caractère discriminatoire. Quand il parle de la liberté comme étant le principe,
et la détention de l'exception, il devait l'étendre aussi à Toumba. Il va dans la stratégie de défense de ses protégés, de ceux-là qu'il a lui-même nommés après les événements. C'est quelque peu moqueur, hein? C'est vexatoire, c'est frustratoire, ça indigne. Le collectif des avocats d'Aboubacar Toumba Diakité reconnaît bel et bien que la liberté est le principe et la détention l'exception, mais ces hommes arabes pensent que le moment n'est pas opportun pour tenir certains propos. Nous demandons son application. Le deuxième propos du chef de l'État est extrêmement grave. Le premier magistrat de ce pays ne peut pas, pendant qu'il y a un procès aussi sérieux comme les crimes qui ont été perpétrés au stade du 28 septembre, les magistrats sont sur les enquêtes, ils sont sur l'information. Que ce soit le premier magistrat de ce pays qui déclare déjà qu'il y a des gens qui sont accusés à tort dans cette affaire. C'est gravissime, c'est extrêmement grave. Où est la sécurité dans la justice? Ne donne-t-il pas une indication aux magistrats? Pour le moment, les conseillers de Toumba Diakité accordent tout de même le bénéfice du doute à l'institution judiciaire pour la tenue d'un procès juste et équitable. Fin ce vendredi de l'atelier national d'appropriation et de validation technique de l'avant-projet de loi portant création, mandat, composition et organisation de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Ces 3 jours d'échange ont permis aux parties prenantes du processus d'exposer sur l'avant-projet de loi et de proposer des orientations méthodologiques de la commission. Mariam Bailo nous en dit plus. Outiller les participants sur les concepts clés et les mécanismes de la justice transitionnelle, ensuite valider l'exposé sur l'avant-projet de loi sur la mise en place d'une commission Vérité, Justice et Réconciliation. Tel est le but principal de cet atelier d'appropriation et de validation technique. Après 3 jours d'échanges et d'analyse effectués par les parties prenantes au processus de réconciliation nationale, les participants ont validé la méthodologie sur l'avant-projet de loi sur la composition d'une commission Vérité, Justice et Réconciliation. Nous, on a validé. À notre niveau, on a validé. Maintenant, il reste au niveau de l'Assemblée. Pour le président de l'association des victimes et disparus du 28 septembre, ces travaux ont été une source d'espoir. Justement, ces travaux ont fait renaître un nouvel espoir en nous, les victimes, dans la mesure où une commission Vérité et Réconciliation sera bientôt mise en place. Et cette commission nous portera beaucoup d'espoir, bien sûr. Après l'examen par le Conseil des ministres et l'Assemblée nationale de cet avant-projet de loi, une commission de 11 membres sera mise en place dans les jours à venir pour désormais constituer la commission de réconciliation nationale. Le vice-ministre de la Santé de la Fédération de Russie et le directeur général de Rusal Guinée ont effectué ce jeudi une visite à Pastoria dans la préfecture de Kindia. L'objectif de ce déplacement est de s'enquérir de l'état de fonctionnement du centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et de soins médicaux de Kindia. Explication Moussa Sefa Kamara. Après la signature d'un mémorandum avec le gouvernement guinéen, Sergei Kravoy s'est rendu au CREMS, centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et de soins médicaux de Kindia. Un centre construit par la société Rusal Guinée à hauteur de 10 millions de dollars américains a contribué d'éradiquer l'épidémie d'Ebola en Guinée. Aujourd'hui, le CREMS abrite également un laboratoire de diagnostic des patients atteints de la rougeole. Visiblement satisfait de la qualité du travail du centre, le vice-ministre de la Santé russe ne cache pas ses mots. Mes impressions après la visite du centre sont très bonnes et je vois que c'est une très bonne contribution de la part de la Fédération de Russie, de la part de la société Rusal, et on va continuer dans ce sens-là. Lors de la vaccination, on va effectuer la formation des experts guinéens à la procédure de dispensarisation et à ces buts, on va livrer les équipements nécessaires.
Le CREMS est inclus à date dans le système national de lutte contre la propagation des maladies infectieuses. La structure va permettre aussi de détecter rapidement d'éventuelles épidémies et soigner les malades sur place suite au vaccin qui sera livré par le ministère de la Santé de la Fédération russe au service sanitaire guinéen. Pour le directeur général de Russal, l'installation du CREMS de Kindia est un atout pour la population guinéenne. Notre approche, vous savez bien, Russal, toujours avec le peuple de Génie, travaille contre les maladies et travaille contre l'épidémiologie. Aujourd'hui, nous ouvrions une nouvelle step, un nouvel pas, parce que aujourd'hui nous voyons ces installations qui aident à la Russie, aux médecins de la Russie, à employer une nouvelle vaccine contre la maladie Ebola, oui, qui a été élaborée et qui a été enregistrée comme une préparée médicale. Dans les mois à venir, les médecins russes et ceux de la Guinée procéderont à un essai vaccinal contre toutes les maladies à potentiel épidémiologique dans le pays. C'est une décision des autorités saoudiennes. Les citoyens âgés de plus de 70 ans désireux d'effectuer le pèlerinage sur les lieux saints de l'islam n'auront pas de visa pour 2017. Cette mesure, selon le ministre saoudien du pèlerinage, vise à pallier aux difficultés dont font face souvent les personnes ayant dépassé cette tranche d'âge. Une décision qui est diversement appréciée dans les rues de la capitale. Des citoyens pensent que l'âge ne compte pas pour la candidature. Pour eux, seule la condition physique compte. Reportage au Marceau. C'est une mauvaise nouvelle pour une catégorie de candidats au Hajj 2017. Les citoyens qui ont dépassé la 70aine d'âge n'auront plus la chance d'accomplir le pèlerinage qui est l'un des 5e piliers de l'islam. La décision est des autorités gouvernementales de l'Arabie Saoudite. La mesure vise à éviter aux personnes qui ont plus de 70 ans les accidents dus souvent aux bousculades qui conduisent même à des morts. Un acte qui est différemment perçu par des citoyens qui soutiennent que la condition physique doit l'emporter sur l'âge. Par exemple, là où je suis, j'ai plus de 70 ans. Mais à l'heure actuelle, si j'ai la possibilité d'aller, je suis certain que je pourrais faire un pèlerinage normalement. Si la personne est valide, il faut la laisser partir. S'il n'est pas valide, même s'il a moins de 70 ans, je pense que ce n'est pas normal. La décision vise à protéger des candidats certes, mais elle n'est pas sans conséquence, en ce sens que les chances des personnes du 3e âge sont réduites, déclarent des citoyens. Si cette décision est prise, certains vont quand même se retrouver orphelins de cela. On peut voir même des vieux qui ont 80 ans, mais qui sont encore solides. Mais si on refuse, comme à l'âge de 80 ans, d'aller à la Mecque, c'est une dernière chance pour ce vieux-là d'aller à la Mecque. Si on le refuse, alors que ça sera une très grande tristesse pour lui. Une mesure qui intervient pendant que les candidats désireux d'effectuer le déplacement vers les lieux saints de l'islam s'activent pour remplir les formalités liées au pèlerinage. Présentation ce vendredi à la presse d'une nouvelle fondation, Karamoko Alpha de Timbo, c'est son nom. Cette nouvelle organisation à vocation culturelle se donne désormais pour mission de cultiver l'esprit du vivre ensemble et la cohésion sociale en Guinée. Salon Condé. Il aura fallu 3 années successives pour les membres d'obtenir l'agrément provisoire de cette nouvelle fondation qui porte le nom d'un personnage qui a marqué la fin du XVIIe siècle pour l'instauration de la théocratie musulmane au Fouta Djallon. La continuité de l'esprit d'union de ces personnages est l'une des préoccupations de cette nouvelle structure dont il est l'éponyme. L'esprit du vivre ensemble, l'esprit de la cohésion sociale, puisque notre pays a besoin de ça aujourd'hui, de cohésion sociale. Nous voulons, à travers ça, montrer aux gens que c'est possible qu'on soit ensemble. Qu'on soit Barry, Condé ou je ne sais quoi, Touré ou So,
nous pouvons vivre ensemble. Pour les témoins des temps anciens, cette nouvelle fondation devra aussi transmettre à la génération future des notions sur les œuvres et le rôle de Karamoko Alpha dans le Fouta théocratique. C'est de faire connaître le personnage et son temps et le rôle qu'il a joué dans la mise en place d'une théocratie musulmane au Fouta Djallon et ensuite permettre à ceux qui adhèrent à la fondation de procéder à des actes concrets qui perpétuent cette mémoire et qui prolongent effectivement son action dans le présent et le futur. À peine créée, la fondation Karamoko Alpha de Timbo dispose des antennes à l'extérieur du pays. Elle compte aussi implanter une école professionnelle à Mamou pour accompagner la qualification de l'éducation guinéenne. La commission du Festival de la création cinématographique a organisé ce jeudi une journée porte ouverte en faveur des étudiants de l'Institut supérieur des arts de Guinée. La démarche permet aux étudiants de l'Institut de visionner les films en compétition et surtout de s'ouvrir à de nouveaux horizons à l'occasion de la tenue de cette 4e édition. Djao Bachir. C'est après le lancement du festival des films à court-métrage à Conakry que le directeur du festival de la création cinématographique a pris l'initiative d'organiser des activités offres à l'Institut supérieur des arts de Guinée. Une manière pour lui de permettre aux jeunes étudiants encore sur les bancs de visionner les films en compétition. Mais pour Noël Lama, le secteur de la cinématographie en Guinée traîne encore les pas et n'a pas la place qu'il mérite. Le cinéma devrait occuper une place très importante en Guinée parce que c'est un des secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois, mais très malheureusement, ce secteur n'a pas de répondant et au niveau national mais et au niveau institutionnel. Même les privés ne s'intéressent pas aussi que ça. D'après les enquêtes menées par les festivaliers, près de 5000 jeunes sont employés par le secteur du cinéma. Malheureusement, ils n'ont pas de répondants, d'où cet appel. On voudrait bien interpeller les gens et les autres sur ce métier ou sur ce secteur qui est le cinéma audiovisuel pour les faire comprendre que c'est un secteur qui mérite une attention particulière. Et puis j'aime à le dire, qui de nous n'est pas consommateur d'images? Personne. Tout le monde regarde des films, tout le monde regarde des clips, mais personne ne veut investir dans ce domaine-là. Cette journée porte ouverte sur la création cinématographique à l'ISAC devrait donc permettre aux étudiants de s'ouvrir de nouveaux horizons et surtout de comprendre que seul le bon travail paye, comme d'ailleurs l'expliquent ses aînés passés par le même institut. Chaque week-end, on faisait des spectacles à la maison des jeunes. Spectacle gratuit, c'est-à-dire entrée gratuite et sortie payante. C'est-à-dire après le spectacle, on a les calibas, on fait passer le spectateur, ils mettent 1 franc, 2 francs, 3 francs dedans. Et c'est ce qu'on collectait pour s'occuper de ces enfants. Donc je veux vous dire que ce n'est pas facile ce que nous faisons, mais il suffit juste d'avoir l'amour pour ce que nous faisons et la motivation. J'ai eu une base à l'Institut ici, avec nos différentes heures d'accès tout là-bas. Et ensuite, M. Doyen Paris, qui nous a donné une certaine base en matière d'écriture. Et après cette formation, nous avons eu la chance d'avoir d'autres formations au Festival, si vous voulez, au 72 heures pour nous, où nous avons participé à des ateliers de formation au niveau du Burkina Faso. Le festival de la création cinématographique compte projeter ce vendredi 14 avril 2017 des films documentaires pour rendre hommage à Cheikh Fantamadi Camara, un des pionniers du cinéma guinéen. Quiconque provoquerait un conflit dans la péninsule coréenne devra assumer une responsabilité historique et en payer le prix. Les propos proviennent de Pékin et ils s'adressent implicitement à Washington. Washington qui a avancé son porte-avions aux côtés de la Corée du Nord la semaine dernière qui montre les muscles. Moscou s'inquiète alors que Pyongyang festoie. Regardez. C'est bien une démonstration de force qui se prépare. Kim Jong-un voit grand pour honorer son grand-père, le premier dirigeant de la Corée du Nord. L'événement pourrait être fêté par un tir de missile test samedi. Un essai nucléaire est quelque chose qui est décidé en haut lieu. Il se fera quand et où l'administration suprême le jugera nécessaire.
Selon l'Institut américain 38 North, un site d'essai nucléaire serait déjà prêt pour l'occasion. À Washington, cette information ne fait que renforcer une position ferme. La Corée du Nord est un problème, et le problème sera réglé. Je dirais ceci, je trouve que la Chine a travaillé très dur. J'ai vraiment appris à apprécier et respecter le président Xi. Depuis sa rencontre avec le président chinois, Donald Trump a changé de ton. Il compte sur Pékin pour convaincre Pyongyang d'abandonner son programme nucléaire. Et si la diplomatie ne suffit pas, l'option militaire est envisagée, une option que la Chine veut éviter. Si une guerre éclate, il y aura des pertes pour toutes les parties. Personne n'en sortira vraiment vainqueur. Les États-Unis sont pourtant prêts à intervenir. Après un tir de missile nord-coréen en mer du Japon la semaine dernière, ils ont déployé leurs navires de guerre dans le Pacifique Ouest. Autre signe que la tension monte, depuis plusieurs jours, les autorités japonaises réfléchissent à un plan d'évacuation de leurs ressortissants de Corée du Sud en cas d'escalade de la violence. Et les militaires américains décident de plus en plus impliqués sur les différents fronts. Ils ont carte blanche selon Donald Trump. Une semaine après des frappes sur la Syrie, voici qu'il largue une bombe d'une puissance exceptionnelle en Afghanistan, tuant une trentaine de djihadistes de Daesh. Suivez. C'est dans cette région à l'est de l'Afghanistan, quelque part dans ces montagnes, que l'aviation américaine a largué hier cette énorme bombe de plus de 10 tonnes. Nous avons ciblé un ensemble de tunnels et de caches utilisés par les combattants du groupe terroriste État islamique pour se déplacer et pour attaquer les conseils militaires américains et les soldats afghans qui se trouvent dans la zone. Les États-Unis prennent très au sérieux la lutte contre ces terroristes et afin de les éliminer, nous devons anéantir leur liberté d'action. C'est ce que nous avons fait. Plusieurs frappes aériennes avaient déjà été opérées dans la région avec des drones, mais sans grand succès puisque les terroristes se réfugiaient dans un réseau de grottes et de tunnels très profonds. C'est ce qui explique l'utilisation de cette bombe, pas comme les autres dont voici quelques images d'archives. Elle génère une énorme secousse qui peut atteindre des tunnels très profonds. Des bombes traditionnelles ne peuvent pas aller très loin dans un tunnel. Donc si vous avez un tunnel profond, vous avez besoin de ce genre de bombe très particulière. Entouré de militaires, le président américain s'est réjoui de ce bombardement. Nous avons la meilleure armée du monde et elle a fait le boulot comme d'habitude, avec mon entière autorisation. Voilà ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils ont autant de succès ces derniers temps. Si vous regardez ce qui s'est passé pendant les 8 dernières semaines et que vous comparez avec les 8 dernières années, vous voyez une énorme différence. Les autorités afghanes affirment qu'il n'y a pas eu la moindre victime civile, puisqu'il n'y avait, selon elles, aucun civil dans la zone. Le bilan serait nettement plus lourd du côté des terroristes. Il est question d'au moins 36 morts. On parle foot avec la Turquie, dont l'une des équipes phares était à Lyon pour un match de quart de finale de la Ligue Europa. Sous très haute tension hier soir, de violents incidents ont éclaté entre supporters et la rencontre a dû être retardée. Regardez. Ils se bagarrent violemment, se jettent au visage des grilles métalliques et se provoquent. Nous sommes à 1 heure du coup d'envoi du match et de violents incidents éclatent entre les supporters des deux clubs. Rapidement, la sécurité semble déborder. Un homme est à terre, il est blessé. Une fois entré dans le stade, la tension ne retombe pas. La pelouse est envahie par les supporters lyonnais. Ils fuient les gradins pour se protéger des projectiles lancés depuis le haut de la tribune par les supporters turcs. Le président de l'OL tente de raisonner les supporters, mais rien n'y fait. Certains quittent les lieux avant le match. L'ambiance était un petit peu chaude, ouais. C'est vrai que le petit a eu un petit peu peur. Il n'y a aucun respect, il n'y a aucune... Enfin, même pas la fin du match, la mi-temps ça suffit là. Aucune sécurité, aucune sécurité. Ouais. C'est pas normal de laisser des gens rentrer dans un stade de football et avec pour seule volonté de casser les supporters adverses gratuitement. Comment des pétards et des bombes agricoles ont été introduits à l'intérieur du stade alors que les fouilles avaient été renforcées? Les organisateurs ont-ils failli sur la sécurité et la vente des billets? Normalement, tous les supporters turcs auraient dû se trouver dans cette partie des tribunes, protégés d'un filet. Mais hier, ils étaient plus nombreux que prévu, 20 000 partout dans le stade.
Beaucoup de Turcs vivant en France avaient acheté des billets individuels. Bien sûr, on peut toujours dire que l'organisateur doit faire face, mais soit on fait des stades qui permettent de faire du football de famille, soit on fait des blocos, on fait des barbelés autour, et c'est pas ça le foot que l'on aime. Hier, 12 supporters lyonnais et turcs ont été interpellés, 7 personnes légèrement blessées. Le match retour prévu jeudi prochain s'annonce, lui aussi à haut risque. C'est cet élément sport qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon début de week-end chez vous. Au revoir.